Le cinéma est mort, vous me dites? Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Hein? Mais ça peut arriver. Un miracle. C'est encore sous, monsieur Henri. Puisque mon gros bateau m'emportait. Oh, je t'en supplie, Marie. Ça vous avancera à quoi? Ça me fera du bien. Vous êtes pire qu'un enfant. Monte. Je veux bien, mais à une seule condition. C'est qu'après, vous dormiez. Autrement, vous allez aller reboire. Je te promets. Tourne-toi. Oh, comme elles sont belles. Approche, là. Ça suffit maintenant. Faut que j'aille aider monsieur le curé à ranger le théâtre. Non, je t'en supplie, Marie. Laisse-moi toucher. Oh. Oh, comme elles sont fermes. Oh. On dirait des petites pommes. Oh non, là, vous n'êtes pas raisonnable. Oh, Marie, je t'en supplie. Fais-moi voir ton minou. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost, ah, ton cul. C'est mon génie. J'avoue que quand j'ai vu votre femme pour la première fois, je vous ai trouvé mal assortie. Une femme si froide, si sèche, avec un homme comme vous, si chaleureux. Tu la voyais, cette conne. Elle sait même pas ce que c'est qu'une bite. Oh, monsieur Henri. Mais c'est vrai. Tu sens la pisse, toi. Pas l'eau bénite. Oh, monsieur Henri, vous avez de ces expressions. Monsieur Henri. Monsieur Henri. Monsieur Henri. Oh non, pas là. Pas là, monsieur Henri. Non, laisse-moi. Non, laisse-moi que je vive, que je respire. Oh nom de Dieu, j'étouffe. Henri. Oh, t'es bonne. Henri. Oh, tu sens bon. Oh, tu sens bon, toi. Oh, t'es bonne. Oh, t'es bonne. Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu, bordel de merde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission un peu particulière puisque nous enregistrons en extérieur, en public, à la sortie d'un film que, en attendant Godard et Le Cinéma est mort, ont proposé pour la séance du dimanche soir. Et j'ai nommé Les Galettes de Pont-Aven de Joël Seria. Et nous sommes réunis avec différents invités pour revenir justement, juste après la séance du film, sur ce que nous venons de voir. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce chef-d'œuvre de Joël Seria qui date de 75. Je vois déjà l'une de nos invités qui grimace et qui gesticule et
qui est très en colère. Et ça fait plaisir. J'ai nommé Justine. Je vous laisse le micro. Bonsoir Justine. Bonsoir Étienne, bonsoir Antonin. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, autour de toi, il y a Thomas qui n'a pas fait les courses ce soir et qui n'aura peut-être pas grand-chose à dire, mais qui squatte quand même cette table. Il y a à boire, il y a des cacahuètes. Parce que c'est contractuel, c'est tout. Moi, je suis juste là pour faire un petit peu pâtisserie, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que tu as mis une casquette, quoi. Parce que le cinéma, c'est sympa. Puis vous êtes un peu sympathique. Enfin, pas toi, Étienne, mais Antonin surtout. Donc du coup, ouais. Moi, je suis content d'être là. Et puis, en public, devant un public en folie en plus. Voilà. C'est ça. Il y a au moins 200 personnes en face de nous sur la terrasse du 10e étage de l'Arvor. Merci à ce cinéma de nous accueillir. Et puis, autour de cette table, le docteur Erwan. Bonsoir, monsieur Cadoret. Et bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais laisser très vite la parole à Antonin pour nous présenter justement ce film de Joël Seria qui ne met pas tout le monde d'accord, que nous avons déjà présenté avant le film. Mais j'aimerais beaucoup, puisque tu parles beaucoup mieux que moi bien évidemment et que c'est toi un petit peu le prof de cinéma de l'équipe, revenir sur ce film et ce qu'il représente peut-être aussi pour nos émissions. Ce qui représente pour notre émission, en tout cas à nous, Étienne et moi, c'est évident, c'est que c'est le Au nom de Dieu de bordel de merde, en tout cas illustre notre générique depuis maintenant 16 ans, parce que c'est aussi une émission anniversaire. Hein, tu l'as pas dit parce que tu es un très mauvais animateur. Et ce qui représente en tout cas pour moi personnellement, en tout cas c'est, moi encore une fois là, je sors et je suis hyper ému. Moi, c'est un film qui me bouleverse. Et encore une fois, je me dis qu'en tout cas c'est une erreur de programmation flagrante, parce que ce n'est pas un film de dimanche soir en fait. C'est on est peut-être à 22 films ou je sais pas quoi, une vingtaine de films de dimanche soir qu'on a fait, et puis bon, la définition un petit peu est fluctuante, hein, mais en gros on pourrait le résumer par c'est des films dans lesquels on a un petit peu envie d'habiter, des films qui sont un peu généreux, mais en tout cas des films qui évitent cette zone un petit peu dérangeante, qui font parfois les chefs-d'œuvre, mais en tout cas qui sont pas du tout l'objet des films du dimanche soir. On essaie de faire des films qu'on peut revoir aisément tous les ans sans problème. Sauf qu'en fait, Les Galettes de Pont-Aven, on se rend bien compte que c'est un film qui a un petit peu cette image-là. C'est ce que un peu je disais dans ma présentation. C'est qu'en tout cas, c'est un film que nous, on a tous découvert comme ça, parce que c'est un film qui passait énormément à la télé et qui, de toute façon, a cette image de truc, oh là là, la grosse gaudriole, c'est génial. Jean-Pierre Mariel dans toute sa splendeur, qui déclame des insanités comme si c'était du Shakespeare. C'est très très drôle. Et là, on l'a encore vu dans la salle. J'ai envie de dire, ça rigole pas énormément, en fait, quoi. Enfin, ça rigole de temps en temps, mais en gros, c'est plutôt glaçant. On en reparlera de tout ça. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment, faut replacer un petit peu Joël Seria. Moi, forcément, c'est un cinéma qui m'intéresse, parce que c'est du cinéma français, mais j'ai envie de dire un peu de la marge. C'est-à-dire que c'est un cinéma de français qui n'a pas sa place dans les livres d'histoire. Les histoires du cinéma français sont écrites par les héritiers de la nouvelle vague, et il y a toute une vague, tout un stock d'auteurs du cinéma français qui, que ça soit, on pourrait citer Alain Gessois, comme Serge Leroy et tant d'autres, qui ont fait un petit peu, qui ont connu parfois des multi-rediffusions télévisées, mais qui en tout cas ne sont pas incorporés dans l'histoire officielle du cinéma français, qui, on a l'impression, a commencé avec les 400 coups, et puis à bout de souffle et compagnie, et avant ça, c'était les Enfants du Paradis et le cinéma de la qualité française. Et il y a tout un courant d'histoire du cinéma français qui comprend pourtant pour moi des très grands films, aussi pas mal de navets, des films qu'on a envie d'aimer mais qu'on n'arrive pas à aimer parce qu'ils sont pas terribles. Mais en tout cas, Joël Seria, effectivement, je considère Les Galettes de Pont-Aven comme son vraiment chef-d'œuvre, mais il a fait des films aussi qui sont assez fantastiques, du style Comme la Lune, que je citais un petit peu dans l'intro, qui, pour moi, Comme la Lune, c'est le film que s'imaginent être les gens, Les Galettes de Pont-Aven. C'est-à-dire là, c'est vraiment le portrait d'un beauf, c'est très drôle, on se moque de lui et on est un peu contre lui, voilà, il est vraiment bigger than life, c'est encore Jean-Pierre Mariel, et là on est dans un truc très drôle. Mais Joël Seria, c'est typiquement quelqu'un des années 70 qui représente un peu aussi ce courant-là d'une France qui connaît une sorte de libéralisation des mœurs, mais un peu problématique. Et moi, j'insère Les Galettes de Pont-Aven complètement dans des films comme La Grande Bouffe ou Les Valseuses, qui sont pareil, des films qu'on a tendance à penser être des films oh là là, c'est super, ils y vont fort, c'est un peu punk, c'est rigolo, mais pas du tout. Enfin, Les Valseuses, on l'avait fait en film du dimanche soir, c'est aussi un film hyper problématique, assez triste, et La Grande Bouffe, c'est carrément hyper dérangeant. On peut pas résumer La Grande Bouffe en disant c'est super drôle parce qu'il y a un mec qui meurt en pétant. Non, c'est tragique, quoi, c'est horrible. Et Joël Seria est un peu là-dedans.
Moi, pour un peu lancer le truc sur ce qui m'intéresse dans Les Galettes de Pont-Aven, c'est qu'il y a un des films de Joël Seria qui est encore beaucoup moins connu parce que on peut le voir vraiment qu'en le piratant, c'est Marie Poupée, c'est le film qu'il fait juste après, il me semble, Les Galettes de Pont-Aven, qui fait avec Jeanne Goupil, qui est donc la dernière femme de Henri Serin dans le film, la jeune fille, l'enfant, et Marie Poupée, dont il fait la peinture en tout cas, et qui fait en plus qui fait les peintures exactement, et Jeanne Goupil qui est devenue la femme de Joël Seria à l'issue des Galettes de Pont-Aven, il me semble. Dans La Marie Poupée, c'est un film avec André Dussolier. Il en parle pas beaucoup, André Dussolier, de ce film-là, hein. C'est un film qui est assez peu connu, mais c'est un film qui est typiquement sur cette notion qui me paraît centrale dans Les Galettes de Pont-Aven. C'est un film sur quelqu'un qui tombe sur une jeune femme et décide de l'habiller pour qu'elle se conforme à ses désirs. Il la déguise en une sorte de poupée, une sorte de poupée, comment on dit, une poupée de teint ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas une sorte d'image rêvée. Il la transforme en pantin, en fait, tout simplement. Et c'est un film que on pourrait qualifier de film d'horreur, même si ça n'en a absolument pas les apparats. Mais en tout cas, c'est un film extrêmement dérangeant sur le désir d'un homme qui essaie de transformer l'objet de son désir en objet total. Et en fait, pour moi, c'est déjà en germe dans Les Galettes de Pont-Aven. C'est vraiment ce truc-là qui est en germe, mais on en reparlera. Mais c'est quelqu'un qui n'a cessé en fait de travailler ce sujet-là quelque part. Et je le trouve fascinant là-dedans. Au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui est un portraitiste de quelque chose de très paillard sur des personnages masculins qui sont à mi-chemin, on va dire, entre une sorte de sorte de déclamation de leur désir et un truc d'une façon de le montrer qui me paraît complètement cru. Et en fait, pour moi, le génie de Seria, c'est ça, c'est ce mélange entre des sortes d'élégie totale dans les dialogues, dans la représentation dans la façon dont les personnages ont de parler de leurs désirs, et la façon dont ils le montrent, c'est hyper cru. Donc il y a une sorte de décalage entre une sorte de vision mentale hyper élégiaque, là le mot va m'échapper pour que ça soit plus parlant, et une vision hyper crue. C'est vraiment le mec qui se dit, voilà, je vois un cul, et quand Seria filme un cul, c'est très cru. Voilà, c'est vraiment le cul, il est là, il n'y a pas de lumière qui va rendre ça de façon un peu érotique, qui va objectiviser, et la façon dont le mec en parle, t'as l'impression que lui, il voit autre chose que ce qu'il a vraiment en face de lui. C'est qu'il est dans une vision complètement transcendantale. Bon, là, je vais peut-être un peu loin, et puis j'avance un peu dans, finalement, l'objet de la discussion que ça va être, mais voilà. Quitte à rentrer directement dans la discussion, il est question de désir dans le film. Enfin, constamment, le film parle de désir, d'un désir masculin, et filmé d'un point de vue extrêmement masculin. C'est-à-dire qu'on est en train de filmer un bonhomme qui a, et là on est au cœur des années 70, un bonhomme qui a des envies de liberté, qui a des désirs, et sa vie ne correspond pas à ceux qui l'aspirent. Donc il a un désir de devenir peintre, mais clairement le film nous montrera même s'il a un talent, moi j'adore les peintures qu'il fait, même s'il a du talent, il ne parvient pas. Vraiment un goût hyper discutable dans l'art de manière générale, hein, quand même. Hein, en tout cas, il ne parvient pas à vivre de son talent, il ne parvient pas à en vivre. Ce que je veux dire, c'est que quels que soient ses désirs, il ne parvient pas à les réaliser, jamais. Mais il a plein de désirs. Mais le film reste filmé de ce point de vue masculin. Mais constamment, il va nous montrer aussi en fait que les désirs et la liberté de le désir de liberté de ce personnage est confronté au désir des autres et aux libertés des autres. Et Angela, par exemple, le personnage de cette Québécoise qu'il va rencontrer, est typique de ça. C'est-à-dire qu'il va passer quelques nuits avec elle, il va tomber amoureux d'elle, il est convaincu en fait qu'elle le libère pour son talent, qu'elle lui offre l'amour et tout ce qu'il souhaitait. Et puis non, elle retrouve sa liberté et elle disparaît. Et là, c'est le drame pour lui. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le film est terrible pour ça aussi, c'est parce que c'est le portrait d'un homme qui a envie de beaucoup de choses et qui se retrouve le nez dans le sable constamment. Et c'est pour ça que même on en reparlera, parce que de toute façon on peut faire des spoilers. Tous les spectateurs de cette émission qu'on fait en public ont vu le film.
même le final qui peut paraître un petit peu guilleret, pour moi, est l'un des plus terribles que j'ai pu voir parce que tu t'attends à ce qui va arriver par la suite. En plus d'autres choses dont on reparlera, je pense. Mais qui correspond à... Tu parlais des valseuses, on a évoqué Calmos. On n'a pas forcément évoqué un autre film qui, moi, me fait penser aussi à ça, c'est La soupe aux choux. Et qui... Non mais, parce que La soupe aux choux... Un peu plus tardif, hein, qui est... Oui, en 80 de Jean Giraud. Voilà, c'est ça, c'est fin 70, c'est 80 peut-être en effet. C'est 80 et qui souffre aussi d'une réputation comme peut l'avoir les Galettes de Pont-Aven, c'est-à-dire que évidemment franchouillard parce que les gens pètent dans le film. Il y a un concours de paix qui fait apparaître une soucoupe volante. C'est pas un concours de paix, c'est plus. Oui, c'est bon. C'est pas vraiment comme ça. Un accident de flatulence qui arrive et donc évidemment les gens multidiffusés à la télévision et le film, on a déjà parlé dans notre émission, hein, a une réputation évidemment de film qui est associé à cet accident de flatulence. Or le film au fur et à mesure justement n'est plus drôle particulièrement, même s'il y a un extraterrestre un peu particulier, mais on est dans la mélancolie, on est dans la perte de l'être aimé, puisque on fait revenir du coup la femme de Louis de Funès, qui est un vieil homme qui va mourir, et sa femme revient jeune et elle décide de retrouver sa liberté. Je retrouve un peu un petit élément attention à vos verres sur la table, et on retrouve encore le fantôme de Vertigo d'Hitchcock là-dedans. Mais non, mais rigolez, les gens rient, mais il y a le fantôme de Vertigo dans La soupe aux choux, bien évidemment. Il faut, non mais on présentera La soupe aux choux, un de ces quatre, pour les films dimanche soir sans doute. Chaud, hein. Mais le fait est que les gens, comme pour les Galettes de Pont-Aven, ont une image erronée, un souvenir erroné, je pense, du film. Et même si, bien évidemment, dans La soupe aux choux, comme dans les Galettes de Pont-Aven, il y a des éléments qui prêtent à la gaudriole, des éléments de langage ou des éléments de fesses, de bruit de fesses qui sortent des personnages. Il y a des trucs qui font rire, bien évidemment. C'est chaleureux même, des Galettes de Pont-Aven. Pourquoi est-ce qu'on voulait le revoir ? C'est un truc qui est relié aussi à justement une forme de comédie française ou d'image de la France, des mecs à moustache en Marcel qui font des bonnes vannes, qui parlent de fesses, qui parlent bien de sûr. trucs, mais sous ce vernis agréable pour une certaine frange. Oui, c'est pas pour tout le presque monde que c'est justement. Oui, bien sûr. Ce côté un peu à la France à l'époque, on aurait pu dire ça comme le bouquin de Éric Neuf que Antonin a chez lui d'ailleurs parce que c'est un vrai cinéphile. Oui, peut-être, mais sur. C'était moi. Sur le cinéma d'avant, machin, blablabla. Mais alors que sous ce vernis justement qui voulait montrer un certain cinéma comme quoi c'était à l'époque, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, c'était bien, les hommes étaient des hommes et puis les femmes étaient des femmes, machin. En fait, souvent les films de l'époque vont quand même plutôt l'autre versant, sous le couvert de célébrer une certaine forme de l'homme français dans les années 60-70. En fait, c'est plutôt de montrer que ce modèle-là, c'est un modèle qui ne peut pas tenir à aucun moment parce que c'est hyper glauque, c'est hyper malsain. Mais moi, ça me paraît évident quand je vois... Et dans les Galettes de Pont-Aven, constamment, le perso de Marielle qui se pense être quand même plutôt... un bel homme, un homme à femme, hyper affable, il a un verbe qui est haut parce qu'il est commercial, il peut séduire toutes les gonzesses qui vont passer. Il a un beau torse. Alors qu'en fait, c'est quand même un mec qui se prend râteau sur râteau, ou alors si c'est pas des râteaux, c'est des grosses... tragédies sentimentales, il accumule. Des illusions justement constantes, et c'est un mec qui est constamment ramené au fait que ça reste quand même alors, je vais laisser la parole à Justine juste après. Ce qui m'a marqué en revoyant quand même les Galettes de Pont-Aven là ce soir, c'est la dépendance en fait du personnage d'Henri Serin, donc interprété par Jean-Pierre Marat. En tout cas, pour moi, j'ai vu ça comme une dépendance non seulement à son désir, mais en plus de ça, donc aux femmes, qui lui apportent de la tristesse. Lui, il en a besoin d'affection, il a besoin d'amour. Sauf que toutes les femmes qu'il rencontre sont des femmes, en fait, qui aspirent à la liberté et qui lui offrent un minimum de choses. Mais en fait, si, que ce soit sa femme, sa première femme, comme la prostituée interprétée par Dominique Lavanant, ou surtout Angela, et en effet, elles sont ravies de passer un moment avec lui, même Andrea Ferréol, qu'on ne revoit plus par la suite. Mais lui, par contre, surtout par rapport au personnage d'Angela, évidemment,
lui s'y attache, est convaincu que voilà, que ce sont des femmes qui seront à ses ordres ou en tout cas à ses pieds jusqu'à la fin de ses jours et qui pourraient en faire ce qu'il a envie, et puis lui il pourrait prendre sa liberté et ces femmes-là resteraient. Et non, en fait il prend sa liberté, il revient, elles sont plus là. Et il est triste. Et c'est constamment ça, en fait. Et le type se retrouve le nez dans rien, en fait, constamment. Ce type est convaincu qu'il peut partir et prendre sa liberté, il reviendra, elles seront là. Et le film montre constamment que, ben non, c'est bon, elles aussi, elles ont envie de faire autre chose, elles vont faire autre chose. Et donc, régulièrement, c'est ça. Et voilà, il y a beaucoup de choses dans le film qui, pour moi, sont terribles, parce que le film est conscient et prend le point de vue de ce désir masculin, de cette envie, et le personnage est tellement en fait magnifique et impressionnant qu'on a l'impression que c'est de son bon droit presque, de mon point de vue, parce qu'il est grandiose, donc pourquoi elle serait pas là quand il revient en fait? Mais non, en fait c'est pas ça, et on voit la déchéance d'un homme qui va mal. Et je laisse la parole à l'équipe d'En attendant Godard qui nous accompagne ce soir. Oui, merci Étienne. Donc moi j'avais vu le film il y a quelques années. J'avais vraiment des très mauvais a priori sur le film encore. C'est pour ça que j'ai décidé de le revoir ce soir avec vous. Les a priori ont peu changé. C'est-à-dire que je trouve que la première partie du film, certes, fait état d'un point de vue extrêmement phallocentré sur un homme qui décide de trousser les femmes pour à la fois peindre, mais surtout pour assouvir un désir qu'il a au plus profond de lui. Ça, c'est très bien mis en scène par Sierra, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on voit frontalement les fesses, tout ce qui représente vraiment l'objet du désir féminin pour l'homme. Sauf que le désir féminin est complètement ébranlé à chaque moment du film. On laisse très peu la parole aux femmes, si ce n'est pour les faire passer comme des gourdasses. C'est-à-dire que ce sont des objets. Non, excuse-moi, attends. Justement, du coup, la deuxième, c'est là où je vous suis moins sur le côté tragique du film, c'est qu'en fait, à la fin, quand même, on retrouve pas Sierra, parce que du coup, j'ai un peu envie de faire l'équivalence entre le réalisateur et son comédien, mais Marielle, à la fin, se retrouve quand même en état de grâce. C'est-à-dire que dans la dernière scène du film, il revit avec cette jeune femme qu'il a réussi à choper. Mais oui, cette petite jeune fille déguisée en bigoudaine, voilà, pour qu'il puisse un peu la mettre sur tableau. Et du coup, c'est là où je trouve que le film bascule, c'est que finalement, le côté tragique, on pourrait se dire, ah oui, en fait, cet homme est tellement enfermé dans son désir, il est tellement pris vraiment dans l'envie d'avoir affaire aux femmes et à leur corps et assouvir son désir plus que tout, quitte à en fait avoir un espèce un pouvoir en fait sur elle. Finalement, à la fin, il est beaucoup plus dans... j'ai l'impression il a le mauvais rôle, en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout se retourne contre lui. Et je trouve que le tragique advient à un moment du film, mais pas sur tout le film. Et c'est vraiment la dernière scène, pour moi, qui est clé. C'est que je pensais encore que tout allait se jouer et que la dernière dame qu'il rencontre le refuse complètement. Sauf qu'en fait, elle ne le fait pas. C'est, je pense, encore une fois, un espèce de problème phallocentré qui est que rien n'est... on ne peut pas dire non, en fait, aux hommes et surtout à Marielle, qui fait 1m90, qui est beau comme un dieu, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile que son ami Émile, qui est un petit cochon qui sort de nulle part et du coup, voilà, on sent... Non, mais tu vois, il y a quand même quelque chose... Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai deux exemples qui sont problématiques, encore une fois, hein, parce que le film est problématique. Hein. Mais quand tu parles de femmes qui apparaissent comme des gourdasses, je veux tout de suite réagir. Il y a deux séquences, moi, qui me marquent dans le film. C'est la première fois, en fait, où... Jean-Pierre Marielle arrive chez monsieur Bernard Fresson, donc ce peintre. Marielle arrive, en effet, sa femme québécoise est allongée sur la table. Voilà. Enfin, sa concubine est allongée sur la table sans culotte, elle monte et il monte.
Et là, on a une séquence de viol en fait. Voilà, qui est montrée comme telle. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle est pas, c'est pas une gourdasse. C'est pas une gourdasse. Si c'était une gourdasse, on n'entendrait pas ces noms répétés en fait. C'est-à-dire que justement, Joël Seria fait entendre les noms répétés. C'est-à-dire qu'on serait dans une comédie franchouillarde lambda, ce serait une femme qui monterait à l'étage et voilà, et il se passerait rien. Là, elle répète des noms. Alors en effet, il se passe ce qui se passe après. Elle revient voir Marielle après. Et c'est un personnage qui est très problématique, hein, mais elle s'enfuit après, en fait, ce personnage d'Angela. Hein. Elle reste pas avec ce peintre. C'est la force aussi de la. Mais on montre ça, on montre ce refus, ce non. Ça repose on beaucoup l'entend. sur Angela. Oui, évidemment que ça repose sur Angela. Elle n'est pas asservie à lui, en tout cas pas jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle décide de couper court avec lui et de partir sans rien dire. Ce qui fait que lui se retrouve dans une détresse. Ce qui nous, en tant que ça vaut aussi pour le personnage du peintre de Fresson, en fait. C'est pas que associé au personnage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un autre film, évidemment, ce que je voulais dire, c'est problématique parce qu'en effet, c'est pas abouti comme idéologie féministe. Évidemment, on est loin de ça. Mais le fait est que on entend ça déjà en fait dans le film. C'est la première étape. C'est-à-dire qu'on entend ce nom. Qui pour moi est très important, on entend ce nom. Et la deuxième séquence, c'est la séquence avec la prostituée interprétée par Dominique Lavanant, qui est elle aussi très problématique, mais qui se termine par un refus et par un rejet de cette ivrogne qui vient la voir en fait. En ce qui concerne, et on peut revenir même aussi sur sa femme qui le refuse en fait au début du film et qui va trouver son plaisir ailleurs en fait et puis voilà, va vivre sa vie sans lui. Voilà, elle a choisi autre chose, quelqu'un d'autre que ce bonhomme justement qui est impressionnant. La séquence la plus problématique en ce qui me concerne, mais qui moi et je trouve la plus tragique parce que vu les épisodes qui sont apparus avant en fait dans le film, c'est la séquence finale avec justement cet enfant, puisqu'il s'agit d'une enfant interprétée par Jeanne Goupil qui pose pour lui et c'est une séquence évidemment extrêmement douloureuse et ils évoquent Gauguin juste avant. Gauguin, c'est intéressant. Enfin, c'est pas innocent en fait d'évoquer Gauguin parce que justement, il est connu pour ses penchants pédophiles. Il n'y a pas d'autre mot pour évoquer les penchants de Gauguin. Et le personnage d'Henri Serin, qui est pas le Joël Seria en fait. Faut pas confondre le personnage avec le réalisateur. Antonin, c'est pas la peine de faire ça. On pourrait reprocher sinon la même chose à tellement de réalisateurs. Non, mais parce que justement, il y a une conscience de ça. Il y a une conscience de ça justement. C'est-à-dire que on a montré tellement de choses avant qui, moi, m'apparaissent comme tellement problématiques sur les rapports entre les hommes et les femmes. Là, d'un coup, il retrouverait en fait une jeunesse dans les bras d'une enfant, même si elle était peut-être majeure à cette époque-là, mais le personnage est une enfant. Et c'est clairement présenté, tu es une petite fille, tu es vierge, tout le machin. Enfin, c'est évidemment, on est dans cette esthétique-là en fait. Il a quand même marié genre un an après. Goupil, non, mais peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le personnage un peu tricky entre les deux, comme dans Marie Poupée après. Mais on est d'accord. Je termine très très vite. Hein. Mais pour moi, cette dernière séquence sur la plage, même malgré le fait que Jean-Pierre Mariel, le personnage de Jean-Pierre Mariel, soit guilleret et sexy sur la plage, il distribue tout ça. Pour moi, cette dernière séquence est tragique parce qu'on est face à un personnage qui est en effet lamentable, qui est rentré dans un désir qui était déjà condamnable, pas à l'époque forcément, mais déjà à l'époque c'était un petit peu compliqué. Hein. Dans les valseuses, c'était condamnable. Tu vois, parce qu'on avait un âge, on avait quelque chose de là aussi. C'était condamnable. Ah, non, je parle d'un point de vue légal à l'époque. Ne revenez pas sur les. Mais là aussi, c'est condamnable enfin. Tu sais quel âge elle a dans le film? Elle a 21 ans. Tu sais quel âge elle a? Dans le film, Eddie, vu qu'il appelle ma fille, elle a visiblement moins de 16 ans, donc de toute façon, c'est évidemment condamnable. Elle appelle tout le monde ma fille. Enfin, tiens. Non, mais en fait, il faut pas. Vous abusez. Enfin, on en parlait on en parlait un petit peu en tête, mais je pense qu'il faut pas avoir une défense aveugle des Galettes pour Daven. C'est un film qui est éminemment problématique, mais
c'est quelqu'un qui est en quête de transcendance quelque part. Henri Saurin, il est là en train de rechercher. C'est pour ça qu'en fait la dimension c'est pour ça qu'on compare. Moi je compare toujours ça à Vertigo, mais comme beaucoup de films, Vertigo d'Hitchcock, c'est un film séminal et voilà, ça a inspiré des tas d'autres films. Et pour moi, Les Galettes de Pont-Aven en est un, mais parmi plein d'autres. Parce que qu'est-ce que ça raconte Vertigo ? C'est vraiment cette histoire de quelqu'un qui a une sorte d'image mentale dans la tête et qui essaye de faire correspondre la réalité de force à cette image mentale qu'il a. Et c'est vrai que par exemple, il y a un truc qui est vraiment très chelou dans le film, c'est qu'effectivement, par exemple, toutes les nanas avec qui est Marielle, ça va de la plus vieille à la plus jeune, en fait, quoi. Il y a sa femme, il y a Andrea Ferréol, il y a Angela, mais en fait, ça c'est un fait. Je veux dire, c'est une sorte de dégradation, c'est une sorte d'image virginale qui est cette image de pureté qui serait la jeune femme virginale. Donc voilà, le fait qu'il bande, c'est parce qu'elle est. Donc ça c'est quand même, oui, c'est quand même quelque chose qui est chaud. Moi, qui m'émeut profondément dans le film, mais parce que je reconnais quelque chose où je me dis mais putain, c'est terrible parce que moi je suis à la fois hyper ému avec Marielle, et à la fois je me dis putain, mais cette émotion elle est tarée parce que ça correspond à quelque chose que je reconnais dans le personnage de Scotty de James Stewart, me dire ce truc d'avoir cette énergie fantasmatique, enfin cette sorte d'imagination fantasmatique, de me dire je veux, j'ai une sorte d'aspiration totale à une sorte de fantasme de fantasme total, quoi, et je la fais correspondre à mes désirs à travers ce personnage de Sedna. Oui, je me dis tu n'es pas ému parce que c'est une enfant ou parce que voilà, elle est jolie ou t'es ému par le symbole qu'elle représente, et parce que Marielle est aussi arrivée à un stade où c'est plus possible, tu vois, où il y a le trop plein qui sort et il devient fou. C'est peut-être ça qui t'émeut plus que la figure de la femme représentée. Je pense qu'en tant que mec, je l'avoue, je suis ému par le fait qu'elle est toute jeune, en fait, quoi. Enfin, c'est sûr. On va revenir sur les désirs d'Antonin. Il y a une séquence avant la rencontre avec Marie qui, moi, me paraît importante. Et donc, on voit le personnage sombrer dans l'alcoolisme, incapable de peindre, et justement face à la mère, et qui tente de peindre cette toile, et va essayer de faire un cul au milieu de la mer, et s'effondrer et éclater la toile. Et c'est une séquence qui, pour moi, représente extrêmement bien ce désir du personnage. Il a envie, il a un besoin évident d'avoir une image, d'avoir quelque chose devant lui qui représente son désir, en fait. Moi, cette séquence, c'est une des plus belles du film pour moi. C'est, voilà, il essaye de peindre, il peint, et il va s'éclater la toile sur la tronche, en fait, parce que ça correspond pas à ce qu'il a dans la tête, en fait. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle image de cinéaste qui veut justement mettre sur pellicule une image qu'il avait dans la tête, une image qui serait un désir. C'est pas le seul cinéaste, je pense Seria ou d'autres, qui ont des désirs en tête, qui veulent les foutre sur pellicule, qui n'y arrivent pas. Et il a trouvé un bon moyen, je pense, de le montrer. Et ça amène, je pense, beaucoup de choses. Enfin, t'avais envie de... Oui, tu pourras en parler mieux que moi, peut-être, cette image de cul sur la mer. Moi, ce qui me plaît, en fait, dans ce film-là, c'est justement le fait que, comment dire, le modèle masculin est un modèle comment dire, en faillite. Et en fait, c'est pour ça que c'est un film qui est assez proche de Blier, je pense, notamment parce qu'en fait c'est des réalisateurs qui, au milieu des années 70, quelque part font le constat que la libération sexuelle dont les hommes pensaient qu'elle n'était qu'à leur avantage finit par se retourner contre eux, parce que dans la libération sexuelle, il y a l'idée d'une libération sexuelle des deux sexes. Et en fait, ce que ça montre, en fait, c'est pour ça que pour moi effectivement, moi aussi, j'ai de l'affection pour le personnage, etc. Mais j'ai de l'affection pour le personnage quelque part parce que ça renvoie aussi à des modèles masculins qui, à mon avis, sont pas du tout propres aux années 70 et qui durent encore aujourd'hui, et qui sont en fait des modèles masculins où les hommes, je pense, encore aujourd'hui, ont beaucoup de mal à comprendre la liberté des femmes, c'est-à-dire le fait que les femmes, par exemple, le personnage de Marielle, c'est un personnage qui a besoin des femmes et les femmes n'ont pas besoin de lui. Voilà, et je pense que, et en fait c'est ça qui le rend fou, c'est en fait de se rendre compte qu'en fait il n'est plus le centre du monde.
quand on voit la première partie du film, en fait, il fait son bagou, il a son bagou de vendeur, il sort avec Andrea Ferréol, mais en fait, les femmes qu'il rencontre dans la première partie du film sont des femmes qui sont, coincées dans une vision très judéo-chrétienne de la place de la femme, c'est-à-dire que ça soit son épouse, que ça soit Andrea Ferréol qui s'emmerde avec son mari visiblement mais qui n'arrive pas à se l'avouer, qui donc utilise tout un tas de rituels mais non, mais finalement, mais oui, mais voilà. Bon, voilà, et en fait, moi ce qui m'intéresse en fait dans ce film-là, c'est que le personnage de Marielle est un personnage qui vit en fait dans une illusion. C'est un personnage qui vit dans une illusion, que après la révolution sexuelle, les hommes vont pouvoir continuer à se comporter comme ils se comportaient avant, sans que personne leur demande de compte et sans qu'ils en subissent aucune conséquence. Or, il en subit les conséquences. Et pour moi, le personnage il n'y a pas de liberté dans le personnage de Marielle. Le personnage de Marielle, pour moi, c'est un personnage qui est enfermé. Et au contraire, justement, le personnage d'Angela, pour moi, justement, quand il va au bistrot, qu'il dit toutes des garces, machin, je veux dire, non, Angela, c'est pas une garce du tout. C'est juste une femme qui a décidé de vivre, qui a subi justement la contrainte, qui a trouvé en Marielle la porte de sortie pour échapper à Fresson, enfin pour échapper à Émile, au personnage d'Émile. Et en fait, ce que digère pas Marielle, c'est que lui pense être en contrôle. En fait, il pense qu'il est dans le contrôle, justement, par l'objectivisation du corps des femmes. Et en fait, le corps des femmes lui échappe. Et du coup, il a aucun moyen de se rattraper parce que lui, il vit encore avec des catégories qui sont des catégories judéo-chrétiennes d'après-guerre, mais justement pré-liberté sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui se dit « Ah bah tiens, c'est cool, je vais pouvoir en profiter ». Et en fait, il se rend compte que le problème, c'est qu'il y a une équivalence, en fait. Et cette équivalence, il veut pas la reconnaître. Il veut pas reconnaître l'équivalence que si son désir à lui, est un désir qui a envie de s'exprimer librement, le désir des femmes, devrait avoir aussi la même capacité de liberté. Sauf que, et justement, c'est là où justement le film est super intéressant, c'est que c'est un pur film de Mel Gaze, justement. C'est un pur film de Mel Gaze parce que justement le désir des femmes ne peut pas avoir de place en fait à l'intérieur du film. Il peut pas avoir de place à l'intérieur du film parce que son désir à lui prend toute la place en fait. Donc il est incapable en fait, et ce que moi je pense que ce que montre Seria, c'est ça, c'est en fait ces hommes qui sont incapables de prendre en compte le désir des femmes. Il y a juste un détail avant qu'un des membres du public intervienne. Il y a juste un détail moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que les toiles qui sont réalisées dans le film sont peintes par une femme. Et ça, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que dans la réalité du film, c'est sa vision d'homme, mais quand il peint, c'est une femme qui peint ses tableaux en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça montre bien le rapport justement au fantasme qui pour moi est vraiment ce qui définit le personnage. C'est-à-dire c'est un personnage, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a des moments de comédie musicale, il y a des moments de mélodrame, il y a des moments de comédie romantique, parce que en fait c'est un mec qui vit avec un imaginaire effectivement totalement phallocentré, mais qui est un imaginaire qui a vocation, qui ne peut que le détruire, parce que c'est un imaginaire qui ne correspond plus à la réalité en fait du monde qu'il a autour de lui. Merci Doc. Nous recevons du coup Alexandre, un de nos auditeurs dans le public, qui voulait réagir à ces propos. Je te laisse la parole. Je trouve ça très intéressant en fait que tu évoques le male gaze parce que justement une des scènes que je trouve c'est peut-être pas la plus belle du film, mais c'est une des celles les plus intéressantes en termes de réponse, notamment par rapport à ce phallocentrisme et à en fait le fait que tout soit dirigé par son regard. C'est le Vasistas lorsque la sœur de Claude Pieplu en fait le regarde, et j'étais comme à ce moment-là du film, j'étais sur mon siège en train, va y avoir une tentative de female gaze, et j'étais, mais ça n'a, avec les a priori dont parlait Justine que j'avais sur ce film, j'ai découvert ce soir, je me disais mais ça n'a rien à foutre là à proprement parler, et pourtant il le tente, et c'est le seul moment où on sent qu'il est plus en pleine disposition de ses moyens, et du coup il se refuse à ce truc-là, et c'est le seul moment où lui dit non, où il est pas en train Exactement. Et c'est là que ça montre son hypocrisie fondamentale, c'est-à-dire que quand c'est une femme qui le regarde, sans que lui soit d'accord avec le fait d'être regardé, ça le choque. Ça le choque moralement, alors que lui passe son temps à le faire avec les femmes. Mais c'est un fantasme masculin aussi, on reste dans le fantasme masculin. Je sais pas si c'est un fantasme masculin d'être regardé par une grenouille de bénitier. Je sais, mais non, mais en fait, d'être observé par... C'est-à-dire que moi je suis...
Alors, je vous laisserai la parole après, mais notamment Alexandre, pour moi, ça rentrait dans un fantasme masculin, en fait, d'être observé. Comme un homme peut observer une femme, un homme être observé. On montre Marielle à ce moment-là, justement, dans son plus simple appareil, qui fait sa toilette, qui bombe son torse, à la Sean Connery. Il a un côté là-dedans. Il y a des moments, c'est un peu Sean Connery. Oui, je verrais bien il est un observé. remake britannique avec Sean Connery. Pour moi, ça rentrait, en fait, dans un fantasme masculin. On n'était pas dans le female gaze, là, pour le coup, absolument pas. Je pense qu'il n'y a pas du tout de female gaze du temps. Il y a au contraire, justement, qu'est-ce qui se passe quand une femme regarde cet homme-là. Ah oui, non, mais on était dans le fantasme masculin total à ce moment-là. C'est intéressant puisque vous parliez de Sean Connery, parce qu'en plus c'est peut-être la scène où il est vraiment dévoilé comme étant le plus beau. C'est la scène vaut pas pour le regard de la femme, de la sœur de Pied-Plu, mais elle vaut uniquement pour validation et valorisation de son corps, qui est encore, tu vois, c'est à 40 ans, quoi. Il est splendide, il est très désirable, alors que voilà, il a juste ce petit truc de verre. Quelle moustache. Quelle moustache. Et j'ai un dernier truc, moi ça me fait penser à une autre séquence sur la route de Madison de Clint Eastwood, où d'un coup Meryl Streep découvre Clint Eastwood qui se lave dans le puits et qui le regarde. Et dans le film de Clint Eastwood, il y avait quelque chose justement où il y avait du désir féminin. En fait, il y avait quelque chose où Clint Eastwood ne me paraissait pas, justement, il était vieux en plus, il était voilà, même s'il pouvait être je suis désolé, mais on avait c'était bon. Mais là, c'est un désir masculin. On me dit ça reste Clint Eastwood. Évidemment, ça reste Clint Eastwood. Non, alors, mais sur la route de Madison, il y avait beaucoup plus de... Justement, on allait beaucoup plus du côté du désir de la femme. Complètement, du point de vue de la femme. Du point de vue de la femme. Et ce que là, on n'a pas pour moi, là, on est du point de vue de l'homme. Constamment dans le film, de toute façon, on restera du point de vue de ce personnage et de son désir. Après, je pense qu'il y a un truc à dire qui est hyper important, c'est que le film n'est pas du tout érotique, en fait. Je veux dire, à aucun moment, même en tant que mâle hétérosexuel, moi je suis excité sexuellement par le film. En fait, je pense que c'est le film, il est... Il n'y a rien d'érotique dans ce film. Non, il n'y a rien d'érotique, mais c'est hyper intéressant, je pense, ce truc-là. Par rapport à moi, ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il y a une crudité et du fait, enfin, on n'est pas dans un male gaze où les nanas sont érotisées. Au contraire, c'est quand je voulais parler de crudité tout à l'heure, c'est qu'à un moment, tu as une sorte de dichotomie entre la vision que lui, il en a, complètement transcendantale, complètement érotisée de ce qu'il veut voir du corps de la femme et la façon dont Seria a de filmer le corps de la femme. Le corps de la femme, il n'est pas érotisé, en fait. À la limite, je pense qu'il est plus érotisé au moment où il y a où la nana est complètement engoncée dans son costume de bretonne, quoi. Là, il y a une sorte de cristallisation érotique totale. Mais sinon, en fait, le corps de la femme, eh ben, c'est quand même un bout de bidoche, mais tout comme... Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné dans le film, c'est le mec à poil qui danse. Et ça, en fait, il faut signaler que ce truc-là est hyper rare dans le cinéma. C'est-à-dire d'avoir un mec à poil avec un zizi qui bande pas, dans le cinéma français et dans le cinéma tout court, il y en a très très peu. En fait, des mecs à poil qui ne sont pas en érection, il y en a pas beaucoup, en fait. Et non. Et surtout dans une situation comme ça qui est de l'ordre de la mise en scène dans la mise en scène, c'est-à-dire dans la danse et tout ça. Il y a pas ce genre de truc. Et moi, ce truc-là, ce corps-là m'a toujours étonné. On voit comme beaucoup de pénis dans la comédie française de manière générale. Surtout dans les années 70-80, c'est comme un truc assez courant et sans que ce soit sexualisé justement ou bien ou sacralisé comme une bite en érection. Il y en a quand même beaucoup. Il y a celle du Bosque notamment que tu vois dans les années 80. Bon, c'est assez commun. Mais peut-être là où moi je vous suis pas sur votre grille de lecture, en tout cas la grille d'analyse, c'est que je vois pas forcément la tragédie dans le personnage de Marielle, mais plutôt le... Exactement. C'est qu'en fait c'est le côté pathos. Non mais je suis d'accord avec toi. On n'a pas vraiment... choisi le bon mot. Mais peut-être en fait c'est le vôtre et je le comprends pas, mais je l'accepte totalement. Mais dans tous les cas, moi vraiment ce que je ressens plus, c'est à chaque fois l'ambivalence qu'il y a, c'est-à-dire de vouloir montrer le désir masculin à l'écran sans jamais que ça soit érotique. Ça c'est vraiment là pour moi, enfin le point nodal du génie de Seria, c'est vraiment là.
qui se trouve et pas du tout dans l'érotisation du corps de la femme et à outrance, parce que finalement les corps de femmes on les voit assez peu, sur 1h40 de film on les voit peu, mais du coup à chaque fois c'est toujours de son regard, ce qui évidemment amène un côté plutôt pathétique que tragique. On parle en termes sémantiques peut-être plus alignés, mais c'est ça toute la force du film, c'est de montrer le pathos, vraiment c'est pas graveleux du tout. En fait, à aucun moment on est là, on rigole 15 minutes sur les 1h40 et encore, parce que voilà, on est habitué à avoir des noms de bled de par chez nous, quoi. Et c'est ça qui nous fait rire. C'est pas tant la posture. Qui nous amuse en tout cas. Plutôt que... Oui, voilà, exactement. Ça nous amuse, ça nous anime un peu. Et du coup, on va se retrouver un peu là-dedans. Mais c'est plus un côté. C'est peut-être là où est le côté aussi franchouillard du film. C'est-à-dire qu'on cite les noms des villes, on cite les patelins, et il doit se rendre à Redon. Et du coup, ça nous fait un peu rire parce que Redon, voilà, est une excroissance de Rennes qui se veut un peu... Et voilà le scandale. On a pu parler de pédophilie ou quoi que ce soit, mais par contre Redon... Ben non, parce que c'est aussi intéressant de parler du film en s'extrayant du coup du point de vue phallocentré en fait. Je pense que le film a maintes qualités par ailleurs qui sont pas vraiment recentrées dans le personnage de Marielle. Mais je vais laisser la parole à Thomas puisque je sens qu'il est... Continue. Le seul truc qui fait réagir, c'est Redon, quoi. C'est bizarre que tout à l'heure, quand on a présenté le film au cinéma Arvor, on parlait le Comme la Lune. C'est vrai qu'il n'a rien dit. Il fait bien de le répéter. Il n'a rien fait. Il a rien fait pour cette séance. Comme la Lune, le film un des films qui a fait 2-3 ans après Syria, avec aussi Marielle et puis Jean Carmet, et qui est une version un peu plus over the top des Galettes de Pont-Aven, parce que justement elle est beaucoup plus excessive dans tous ses côtés, à la fois dans les dialogues, dans les personnages, dans les situations, et c'est presque une Galette de Pont-Aven pour les nuls finalement, Comme la Lune. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus vulgaire, c'est beaucoup plus hyper accentué. On retrouve certains des mêmes acteurs. T'as Marielle, t'auras Dominique Lavanant, mais dans les mêmes situations, mais beaucoup plus grotesques. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un genre de Pain and Gain de Michael Bay, mais pour les nuls. T'as réussi à le faire, pas mal. J'ai réussi à le placer. Donc c'est une version grotesque, et genre pour les gens placer Hitchcock et Bay, tout va bien. Et pour les gens qui n'auraient pas compris le cinéma de Michael Bay, ils vont voir Pain and Gain en disant mais oui, mais en fait c'est génial. Et non, c'est pareil pour le film de Syria, quoi. Si tu n'as pas compris, en fait tu vas aller voir Comme la Lune. Non mais moi après je suis sur ce côté-là en fait un peu gaudriole, parce que moi je sais que je peux être un peu client des trucs un peu paillards et rigolards, mais et en fait à chaque fois je me fais complètement avoir par les Galettes de Pont-Aven. Je sais que nous, après c'est très personnel, mais je sais qu'on avait passé une super soirée avec Étienne et 2 autres amis à se faire des soirées à Paty Pinard où on regarde un film où on va se marrer ensemble, quoi. Et je me souviens d'une soirée comme ça où on avait regardé, on avait bouffé, prof, c'est ça. Et en fait, oui, je fais le déroulé, mais en fait, on s'était dit, on va manger, on va boire du pinard, on va manger du pâté, machin, et puis on va bien rigoler. Ça veut dire que vous excluez les musulmans de votre soirée. Exactement. C'était pas une soirée inclusive. C'est bien. C'est pas une soirée inclusive. C'est du propre, pas messieurs. du tout. C'est du propre, messieurs. On a exclu les musulmans, les homosexuels et les juifs. Mais c'est le prix. Faut pas déconner. C'est les Français, quoi. C'est le privilège blanc. Hein. Regardez les Galettes de Pont-Aven en mangeant du pâté. Mais en fait, à chaque fois, je me fais avoir avec ça parce que je suis. Après, je me répète un petit peu, mais en fait, je pense que t'as toujours ce truc des Galettes de Pont-Aven qui, pour moi, a toujours l'image de ce film qui passait, je sais pas, une fois par an à la télé, et que c'était genre allez, super, on va rigoler, comme si c'était Le Père Noël est une ordure, en fait, quoi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Oui, mais pas du tout. En fait, et moi, il y a une scène qui m'a marqué là lors de ce précédent visionnage, c'est que j'ai trouvé incroyable, c'est la scène du bar, en fait, où t'as tous les mecs du bistrot qui sont attablés, qui sont a priori des gens du cru, où là on est vraiment dans un mode de tournage en plus que je trouvais hyper intéressant, parce que là on est vraiment presque du côté de Rosier, de Pialade, va d'une école vraiment très vériste du cinéma français pour aller très très vite, et où ils sont tous à encourager Marielle à être drôle.
mais et en fait j'avais l'impression qu'il disait ah oui, fais-nous les galettes pour ta peine, imite-nous les galettes pour ta peine, refais tout ce que un spectateur habituel a l'impression qu'est les galettes pour ta peine, genre mais fais-nous marrer avec ta faconde et à dire des conneries. Et en fait la scène elle est terrifiante parce qu'en fait c'est presque une mise en abîme. En fait c'est que t'as vraiment ce truc où les gens disent allez fais le show, fais-nous rire avec tes conneries, et lui et je trouve que Marielle, et ça j'ouvre une autre parenthèse dans la parenthèse, est incroyable, et ça c'est hyper compliqué pour jouer les mecs bourrés. C'est-à-dire que je pense que c'est très très compliqué de jouer un mec bourré, parce que les mecs bourrés jouent déjà le mec à jeun. Et en fait, un acteur qui joue un mec bourré, ça veut dire jouer quelqu'un qui joue un mec à jeun. Et en fait, le Marielle est incroyable pour ça. Je trouve que les scènes de mecs bourrés sont incroyables là-dedans. Et là-dedans, dans cette scène-là, en particulier de la scène du bar, il est génial. Et ça, on va pas rentrer dans les analyses et tout ça, mais en termes de méta, elle est incroyable, parce que c'est vraiment genre bon bah on n'est pas là pour non plus se faire chier, et fais-nous rire. Et en fait il est là en train d'essayer de jouer, à essayer de faire des trucs drôles, mais c'est pas drôle, et t'es là, c'est la gênance absolue. C'est en ça que pour moi ce niche le génie, entre autres aussi par rapport à toutes les ambivalences qu'on a pu un peu développer lors de ces discussions, c'est que tu sais pas où te placer, et ça quand même ça arrive à déployer une sorte de complexité sur le problème que ça travaille en fait, ce truc là. Mais du coup moi j'ai beaucoup pensé à un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle ADG. Du coup qui est un auteur de romans noirs et polars des années 70 et 80, parce que oui, alors effectivement c'est un gros faf, c'est pas pour ça que je l'aime d'ailleurs, pas du tout. Non mais il y en a plein qui sont vraiment très talentueux. Disons que dans cette veine là, le film m'a beaucoup fait penser aux romans de ADG, qui sont d'une part extrêmement phallocentrés comme on a pu le dire, mais d'autre part extrêmement pointus et aiguisés sur ce qu'est le regard phallocentré. Donc il y a toute une construction critique qui peut se faire après, qui est, je trouve, absolument intéressante. Et je pense qu'à l'époque, comme tu l'as dit Antonin, on le percevait pas de la même façon, et on pouvait un peu rigoler, ou en tout cas passer un très très bon moment devant ce film sans se poser de questions plus quoi. Et à la revoyure, là en l'an 2022, quand même le tour de table qu'on a pu faire, c'est quand même que ça nous pose quelques questions. Et je trouve ça extrêmement intéressant, comme les romans de ADG, qui sont sur cette même frange politico-centrée. Il est temps malheureusement de quitter l'émission. Je laisse Antonin pour terminer. En fait, je vais dire un truc très rapide justement. C'est que nous, on est assez fans du film Au cinéma est mort, mais on avait à un moment eu l'occasion d'interviewer Jean-Pierre Marielle, qui était un peu à la fin de sa vie. En tout cas à la fin de sa vie, et surtout il avait Alzheimer objectivement. Mais il nous avait dit un truc en tout cas qui m'avait intéressé, c'est qu'il avait dit bah oui, Joël Seria c'est du Céline quoi. Et en fait ça me paraît correspondre un petit peu à ce que tu dis en fait quoi. C'est qu'effectivement chez Céline il y a un petit peu ça quoi, cette sorte d'objectif, de focalisation interne extrême d'un personnage de mec qui à travers le point de vue duquel on voit la réalité, et on est obligé de s'adapter par rapport à ce point de vue là, malgré le fait que ce point de vue là soit extrêmement problématique. Mais il n'empêche que entre la réalité qui est montrée et le point de vue avec lequel on accède à cette réalité, naissent des tas de questions qui me paraissent refléter complètement la complexité du truc quoi. Et ça me paraissait, même pour un mec qui avait Alzheimer, un mot hyper fort. Je me permets juste un petit dernier truc. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en tant que natif du Finistère Sud, outre l'accent génial de Dominique Lavanant, qui moi me fait beaucoup rire personnellement, parce qu'elle a vraiment l'accent du Finistère Sud. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment toute la chanson de Botrel à la fin. Théodore qui avait fait la petite tonkinoise, c'est ça hein, voilà. C'est lui, et en fait, Botrel, c'est Botrel quand on est breton. Botrel, c'est vraiment la caricature. Enfin, je veux dire, c'est la caricature de l'ambiance bretonne destinée aux Parisiens. Et franchement, moi, je sais que je déteste Théodore Botrel. Comme Desproges en parlait dans un de ses spectacles. C'est vraiment là. Il avait fait une chanson pour la Première Guerre mondiale qui était lamentable. Botrel, c'est vraiment le folklorisme.
comment dire, qui reste encore aujourd'hui, hein, je veux dire, qui est encore aujourd'hui dans l'inconscient collectif sur ce que c'est que la Bretagne. Et c'est intéressant parce que justement, moi je trouve que le fait d'utiliser Botrel, ça montre bien que en fait, tout ce que l'on regarde dans le film, en fait, c'est une vision fantasmée. C'est une vision fantasmée des femmes, c'est une vision fantasmée du rôle, enfin de la place des hommes dans les relations entre hommes et femmes. Et en fait, finalement, le fait d'utiliser Botrel à la fin, c'est, je sais pas à quel niveau Seria connaît la culture bretonne. J'ai le sentiment en tout cas qu'il fait pas tout. Il est conscient en tout cas de tout ce qu'il fait Seria. Donc ouais, j'ai l'impression il sait aussi. qui est Botrel. Ouais. Il sait les saloperies qu'il a écrites Ouais. aussi. Hein. Et je pense que toute l'ambiguïté justement, enfin les contradictions du personnage sont contenues aussi. Et c'est là où je trouve que le film est intéressant, c'est qu'il élargit justement le cas en fait de Marielle pour finalement à dire quelque chose sur la représentation de la Bretagne au cinéma, aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui. Et c'est pas du tout une représentation de la Bretagne qui est folk, même s'il y a Dominique Lavanant avec un coiffe, costume, la prostituée avec la coiffe, qui est pas la bonne je veux coiffe dire. d'ailleurs, hein, qui En plus, est pas du tout la bonne coiffe. C'est plutôt une coiffe du pays Bigoudin. Alors que qu'une quand coiffe, il peint la Marie avec la coiffe, il parle de la coiffe justement. Exactement. Tiens, la coiffe c'est pas du bon bled. Non, c'est pas du bon bled. Tu vois, il y a quelque chose. Il sait ce qu'il fait. Mais justement, c'est intéressant, c'est de dire comment est-ce que le cliché devient en fait une norme de réception en fait pour quelqu'un. Et en fait le cliché les clichés sur la Bretagne pour moi résonne véritablement avec les clichés sur les femmes en fait. C'est-à-dire sur le corps des femmes et sur cette espèce et le cliché aussi sur la peinture, sur l'idée que un peintre c'est censé c'est toujours avoir des épiphanies, des transcendances, et c'est ça qui est terrible je trouve, c'est que le personnage de Marielle, c'est un personnage qui est véritablement un personnage romantique, mais qui se rend pas compte que son romantisme est en fait un cliché. Et qui croit être dans la pure sincérité, dans la plus grande des sincérités masculines du monde, alors qu'en fait il est lui-même complètement prisonnier d'un ensemble de clichés sociétaux qui résonnent véritablement avec des clichés culturels. Et je trouve que derrière, justement, encore une fois, derrière la gaudriole, pour moi il y a quelque chose je pense que quand on est peut-être que quand on n'est pas breton, on voit pas les choses de la même façon. Enfin, quand on n'est pas né en Bretagne, on voit pas les choses de la même façon. Mais quand on est né en Bretagne, on voit bien le décalage qu'il y a entre, d'une part, la représentation finalement pas très folklorique de la Bretagne qui est montrée, et justement ces espèces de moments de folklore qui apparaissent dans le film, mais qui ont toujours l'air fake, qui ont toujours l'air faux en fait. En fait, moi, je pense même pas qu'ils ont l'air faux, parce qu'à aucun moment la mise en scène prend en charge le folklorisme. C'est à aucun moment, de la même manière que la mise en scène ne prend jamais en charge l'érotisme du truc. Et pour moi, il y a une qualité documentaire dans le film qui est hallucinante. Enfin, je veux dire, même que ça soit en Bretagne ou ailleurs. C'est-à-dire que dans les petites villes et tout ça, les enseignes et tout ça, c'est une qualité documentaire. C'est pas genre, ça ressemble à la Bretagne dans les années 70. Complètement. Et en fait, à aucun moment, tu te dis, t'es dans une sorte de monde idéal et un monde. Non. Moi j'avais, on va peut-être on va dépasser notre temps d'antenne, mais très peu, excuse-moi Étienne, mais moi j'avais eu très peur à cette revision-là de la scène de Dominique Lavanant. Donc je me rappelle évidemment, mais quand je l'ai vu arriver, je me dis ah putain, ça va pas le faire, parce que là on va arriver dans une sorte de construction comique avec un personnage bigger than life qui va être dans un mode comique. Et en fait la façon dont Seria a de la mettre en scène, c'est pas vraiment comique en fait. C'est très trivial et c'est amusant encore une fois. J'imagine la même scène entre les mains d'un autre metteur en scène, notamment Jean-Marie Poiré. Désolé Thomas, tu m'excuses ? Il n'y a pas de problème. Mais on est dans un truc où elle est mise en scène de façon très quotidienne. C'est encore une fois une qualité documentaire qui est mise en scène. Genre, c'est très protocolaire. On cherche pas à faire dans le comique en fait. On montre une situation, mais on cherche pas à la transformer. Ça aurait été très facile en effet, comme le disait Antonin, de transformer cette séquence en une séquence comique. À la même époque, tu vois, Francis Weber ou quelqu'un d'autre aurait écrit un truc et aurait fait une séquence vraiment avec des situations, avec des gags ou de machin. Non, on n'est pas là-dedans du tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment apporté au crédit du film. C'est hallucinant. Mais de toute façon, moi, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je veux dire, si je devais définir ce film-là, moi, je dirais que c'est un film de réalisme poétique. C'est-à-dire qu'il y a la crudité, effectivement, de ce que l'on voit, et il y a la poésie dans les dialogues. Et finalement, est-ce qu'on est si loin que ça du cinéma des années 30 ? Est-ce qu'on est si loin que ça, je veux dire, de Quai des Brumes, je veux dire, ou des Enfants du Paradis ? Alors certes,
On peut dire que c'est moins glorieux, mais en termes le d'esprit... sujet, les inquiétudes qui sont proposées sont pas les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on a évolué, mais si on devait transposer en effet les inquiétudes, les questions de ce cinéma des années 30 en 70, on retrouverait, je pense, ce genre de choses. En fait, c'est vrai que c'est une transposition 50 ans après de voilà. Ce divorce entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Oui, moi, pour exactement. moi, c'est un peu oui, je suis du tout à fait d'accord. Et c'est vrai justement. que Gabin pouvait retrouver en fait cette allure grave, justement, cette présence. Et là, Marielle représente un petit peu cette nouvelle génération en fait d'acteurs à ce moment-là. Et oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que justement, on est dans. Mais chez Blier, on retrouverait ça aussi. Mais Blier est plus dans la littérature en fait. Peut-être plus dans la littérature. Là, on n'est plus dans la littérature. Il y a quelque chose justement du trivial qu'on avait dans les années 30. Blier va au-delà de ça, il va dans la poésie en fait. Donc presque dans l'abstraction en fait. Ouais, c'est ça. Dans une forme d'abstraction. Seria, il reste dans quelque chose du quotidien. Très terrien, de beaucoup plus terrien. C'est ça. Et crapoteux en effet. Non, pas crapoteux parce que crapoteux c'est les films italiens qui sortent à la même période, genre le film avec l'autostop là. On recommencera, on fera une nouvelle émission à propos de Joël Seria. Je tiens à remercier nos invités, tout d'abord Doc Arwan, Justine, Thomas, même s'il n'a pas fait grand chose, Antonin bien évidemment. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission au bout de 16 ans. Joyeux anniversaire en attendant Godard qui a 13, 14 ou 15 ans, on ne sait pas exactement. Nous, en tout cas, on a 16 ans. Joyeux anniversaire Antonin et le cinéma est mort. Merci à notre public d'être resté, même s'il a disparu au fur et à mesure. Merci ce public en folie. Incroyable. 200 personnes. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Canal B en podcast. Et puis le lien sur Arrête de parler pendant que je parle, s'il te plaît. Mais c'est pas moi, c'est le public. On dirait Melvin, notre invité récurrent. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Auprès du foyer, viens près de moi t'asseoir, Yvonne. Disons-nous adieu par ce lugubre soir d'automne. Ne pars que demain car le vent cette nuit fait rage. Cuirasse ton cœur gros d'angoisse et d'ennui, courage. Kenavo, puisque mon gros bateau doit m'emporter bientôt. Kenavo, Kenavo, dans un dernier sanglot quittons-nous sur ce mot. Si tu vois pleurer regrettant son garçon, ma mère, fais mollir sa peine avec une chanson légère. Reste à ses côtés bien chaudement serré contre elle. Ne me retiens pas quand le devoir sacré m'appelle. Kenavo, puisque mon gros bateau doit m'emporter bientôt. Kenavo, dans un dernier sanglot quittons-nous sur ce mot. Kenavo.